Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de votre JT. Nous sommes le dimanche 19 mai et une édition riche en sport vous attend avec notamment Joël Bouzou, le président de Peace and Sport qui a porté hier soir la flamme olympique dans le Gers. Il a accepté de répondre à nos questions quelques minutes après avoir effectué son relais. En sport toujours, nous vous parlerons de volley féminin, de water-polo masculin, mais aussi de rugby à 7 avec la victoire de Monaco dans le tournoi du Egg Chaser Sevens. Nicolas Bonnet, le directeur technique national de la Fédération monégasque de rugby, reviendra sur les ingrédients de ce succès. Pour refermer ce journal, nous vous emmènerons découvrir l'opération La Nuit des musées. Elle a permis à des visiteurs de se rendre dans des lieux culturels de la Principauté en nocturne. Et en parlant de culture, coup de projecteur ce soir sur des œuvres de l'artiste américain Mitchell Johnson à la Villa Les Camélias. Ils seront au total 10 000 à porter la flamme olympique dans 400 villes différentes et parmi eux, Joël Bouzou, l'ancien champion du monde de pentathlon moderne et médaillé de bronze aux Jeux olympiques en 1984, a participé à cet événement hors norme dans sa région natale, le Gers. Le président de Peace and Sport, qui fait partie des visages incontournables de la Principauté, a accepté notre invitation alors qu'il venait tout juste de transmettre la flamme. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Beaucoup de monde autour de moi, là. Le bus des porteurs et puis du public, bien sûr, à Auch, dans le Gers. C'est fabuleux. On est très heureux d'être en immersion totale avec vous, puisque vous venez de nous le dire. Vous avez porté il y a quelques instants à peine la flamme olympique dans votre région natale, le Gers. Alors, quels sont vos tout premiers ressentis? D'abord, c'est une émotion immense parce que quand on a fait 4 fois les Jeux olympiques, qu'on a eu un titre mondial, une médaille, mais qu'on n'a jamais porté, la porter dans son pays natal, c'est quelque chose de fabuleux devant sa femme, ses enfants, ses amis, avec des tas de personnes du passé aussi. C'est un flashback qui est fabuleux et puis ça souligne toute une carrière. Donc c'est un moment d'émotion, c'est un immense honneur, c'est une immense joie aussi. Voilà, c'est incroyable. Et en même temps, on fait partie d'un relais qui a un message de paix global. Et donc, vous savez toute l'importance que ça a pour moi. Donc, faire partie de ça, c'est génial. Ça a été une journée très chargée pour vous. Elle n'est d'ailleurs pas encore terminée au moment où nous nous parlons. Racontez-nous un petit peu le déroulé de cette journée, justement. Alors, on se retrouve dans un endroit avec tous les porteurs de flammes, on a un briefing, et puis on nous explique un peu comment ça va se passer. Et puis après, on part tous dans un bus, et puis on sort à certains moments pour attendre sur le bord de la route. Et là, les gens de notre famille, souvent les amis, ont eu les informations. Donc, ils nous attendent. C'est un moment festif qui est fabuleux. Et puis après, il y a la flamme arrive avec quelqu'un qu'on connaît pas, mais avec qui on a des affinités, bien sûr. Et puis, on commence à courir. C'est fabuleux parce que la foule se lève, participe. Il y a des gens qui courent avec nous sur le côté. Et puis après, on la transmet. Et voilà, elle continue. Même une fois que notre torche s'est éteinte, la flamme continue et elle va continuer jusqu'à Paris. Et quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que vous avez été sélectionné pour porter cette fameuse flamme olympique dans le Gers? Alors, c'était un moment fabuleux parce que j'ai déjà désigné les porteurs de flammes moi-même dans mes responsabilités. Mais jamais, vous voyez, beaucoup de gens autour, mais jamais j'avais eu l'honneur de la porter et j'avais voulu me nommer moi-même, bien sûr. Mais que ce soit mon département qui me le propose, c'est dans ma ville d'origine, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Et bien sûr, pour des Jeux olympiques en France. Vous parliez des messages tout à l'heure que le sport permet de véhiculer. Quel message souhaitez-vous adresser de votre côté en participant à cet événement? Je pense là à votre organisation Peace and Sport qui véhicule de nombreuses valeurs comme la discipline, la structure ou encore le sport comme vecteur de paix. Ben, c'est un message d'espoir dans un monde troublé en ce moment. Il faut être résilient. Le sport, c'est l'acceptation de la différence de façon globale, c'est le respect d'une règle qu'on partage tous. Et donc, c'est une étincelle parfois dans la nuit. Mais avec la flamme, on peut donner beaucoup d'ampleur à cette étincelle et on peut le faire durer ce message de paix, d'optimisme.
d'un monde meilleur qui, j'en ai aucun doute, peut venir. Et vous qui avez été médaillé aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 avec la France, que ressentez-vous à l'approche des JO de Paris? Alors j'aurais bien voulu, moi, participer à des Jeux en France. J'ai pas eu cette chance, mais je mesure, l'ayant vécu, et puis surtout avec une médaille, bien sûr, mais je mesure ce que les athlètes français, pas d'athlètes en particulier, vont ressentir, non seulement de participer à des Jeux Olympiques, mais de le faire dans leur pays. C'est quelque chose de fabuleux. Donc, effectivement, je suis impatient de voir ces Jeux arriver. Merci Joël Bouzou d'avoir répondu présent à notre invitation alors que vous venez de porter la flamme olympique il y a seulement quelques minutes. Merci beaucoup. C'était pas très confortable comme interview, mais c'était génial de le faire en direct. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Au revoir, merci. Et la flamme va donc bien continuer sa route. Je vous rappelle qu'elle devrait arriver à Paris le 26 juillet prochain pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce dimanche avait lieu le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Il s'agissait de la 7e course de la saison. Et c'est le Néerlandais Max Verstappen qui s'est imposé dans un tracé d'Imola plutôt calme et après 63 tours. Charles Leclerc termine lui à la 3e position, juste derrière la McLaren de Lando Norris, qui s'est pourtant battu jusqu'au bout pour décrocher la première place, mais sans succès. Vivement le week-end prochain, en tout cas, pour retrouver notre monégasque Charles Leclerc, qui s'élancera, vous le savez, sur ses terres pour le Grand Prix de Monaco. La Rocket Team a décroché son ticket pour les demi-finales de Betclic Elite grâce à sa nouvelle victoire dans le match 2 qui l'opposait hier soir au Portel. Et les Monégasques ont été intraitables dans ce quart avec 31 points d'avance au tableau d'affichage. Score final 101 à 70. À noter que le Portel a effectué une très belle saison cette année, mais face à Monaco, ça n'aura donc pas suffi. La Rocket Team affrontera Bourg-en-Bresse ou Nanterre dans le dernier carré. En gymnastique, l'étoile de Monaco disputait hier la petite finale de top 12 face à Orléans. Opposés sur les 6 agrès, les Monégasques n'ont pas réussi à recréer l'exploit de l'an dernier, et ce malgré l'envie d'ajouter une 3e médaille de bronze à leur palmarès. Ils s'inclinent 44 à 28 dans ce championnat remporté par le club voisin de Valoris. Ce dimanche après-midi, les joueuses de l'AS Monaco Volleyball se sont imposées face à Iliac en finale de National 2 féminine. Une victoire méritée au vu de leur performance cette saison. Justin Adel et Alexa Vial étaient sur place pour fêter avec elles leur titre de championne de France. Reportage. C'est un week-end intense. Monaco accueillait les phases finales de la National 2 féminine. Les Monégasques jouaient la finale à domicile face à Iliac ce dimanche. Samedi, elle s'était imposée en demi-finale face à Tremblay. Jusqu'à présent, aucune défaite au compteur. Pourtant, le premier set reste accroché. Monaco fait beaucoup d'erreurs, notamment au service. Mais la cohésion d'équipe rattrape le tout. Elle compense leurs impasses par une très bonne défense et un jeu simple. Si elles sont menées en première partie de set, elles s'imposent 25 à 19. Elles réagissent avec sang-froid et prennent un net avantage. Iliac n'y arrive pas. Monaco s'impose au deuxième set, 25 à 14. Durant le troisième, c'est la même chose, même si Iliac ne lâche rien et donne du fil à retordre à l'AS Monaco Volleyball. Malgré tout, les offensives tranchantes mettent à mal la défense française. Le point de la victoire se fait attendre. Ensemble, elles poussent. Le public aussi. Ils ne font qu'un. 25 à 17, les Monégasques inscrivent le point de la victoire, permettant de s'imposer 3-7 à 0. Le gymnase entre en fusion. Elles sont championnes de France de National 2. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de travail et on est heureuse d'être là aujourd'hui, d'avoir pu avoir les phases finales à domicile avec notre public. C'est vraiment des émotions incroyables. On n'a pas toujours l'occasion de vivre des phases finales, encore moins de les accueillir chez nous. Et du coup, voilà, on est super contente, très émue d'avoir gagné aujourd'hui chez nous. Une victoire monégasque à Monaco, de quoi satisfaire son public, mais surtout la chef d'orchestre de cette équipe. On fait une saison qui est juste extraordinaire, 20 matchs, 20 victoires, avec des victoires collectives, c'est-à-dire qu'on a des individualités qui sont évidemment de très bonnes joueuses, mais ce qui fait notre force, ce qui a fait la différence pendant toute l'année, c'est la cohésion d'équipe, la cohésion collective. Et c'est ça qui me rend le plus fière aujourd'hui.
Toutes sont fières de promouvoir le sport féminin en principauté, grâce à cette victoire, certes, mais pas que. Aujourd'hui aussi, c'est un grand jour, parce qu'on est championne de France, mais aussi parce qu'on a mis à l'honneur une grande sportive oubliée de l'histoire de France, qui est une pionnière du développement du sport, qui s'appelle Alice Mia, qui est née en 1884. Et on voulait aussi jouer en son honneur, parce que grâce à elle, nous on est une équipe féminine, c'est aussi grâce à elle qu'on est là, et elle est oubliée de l'histoire, donc voilà, c'est important. À noter que malgré cette victoire, les féminines de l'AS Monaco Volleyball rejettent la montée en Pro B. Car oui, à ce niveau, cela représente un sérieux coût financier et nécessite une structure solide. Nous les retrouverons donc l'année prochaine à nouveau en N2. En attendant, elles peuvent savourer fièrement leur trophée, bien mérité. Et hier soir, il y avait aussi du water-polo puisque c'était la finale allée du championnat de France de National 2 masculin. Au centre nautique Prince Albert II, les nageurs de l'AS Monaco s'imposent 19-8 contre l'équipe de Choisy-le-Roi. Le récit de Théo Schumer et Lionel Bernardi. Numéro 1, Hélène Théo. Une première finale réussie pour les hommes du Rocher. Hier soir, dans le bassin du stade Louis II, ils ont surpassé leurs adversaires de Choisy-le-Roi. Les deux équipes sont tout de même chacune première de leurs poules respectives dans ce championnat. Alors hier, tout se jouait sur les détails. Monaco ouvre le bal dès la deuxième minute et prend progressivement de l'avance. Il faut attendre le deuxième quart-temps pour voir le Sporting Club de Choisy reprendre du galon. Mais ce ne sera pas suffisant. Malgré une stratégie bien amenée, notamment en deuxième quart-temps et même un but à la toute dernière seconde, Choisy-le-Roi s'incline avec 11 points d'écart face à Monaco. Les Monégasques l'emportent 19-8, fort de leur jeu très minutieux. Eux, ils descendent de la National 1, division à laquelle nous accédons grâce à notre place en finale. Donc on s'attendait à vraiment du haut niveau face à eux. Et ils avaient beaucoup plus de goal average que nous, donc on s'attendait vraiment à une grosse équipe. Donc au niveau du score, on est très satisfait. Mais du début jusqu'à la fin du match, très belle prestation pour le match aller. Ça fait plaisir une telle victoire avec autant d'avance. On part avec toutes les chances de notre côté pour gagner cette finale retour. Une médaille d'or. Après, le club a de grandes prétentions, il faut gagner une médaille d'or dans chaque catégorie. Et je pense qu'avec ces jeunes-là, on a toutes les chances d'y arriver. Pour le match retour de cette finale de championnat de France National 2, les Monégasques joueront toutes leurs chances samedi prochain, cette fois dans les eaux de Choisy-le-Roi. En attendant, Monaco peut encore crier victoire. Bravo à eux en tout cas, encore une fois. Et ce week-end fut décidément en faveur des équipes monégasques. En rugby à 7, les Monaco Impies ont remporté ce week-end le tournoi du Eggshazer Sevens dans le sud de Londres. Cette équipe de la Fédération monégasque de rugby, créée sous l'impulsion de la princesse Charlène avec le soutien de sa fondation, a fait sensation en s'emparant du trophée pour sa toute première participation dans cette compétition. Pour en parler, nous sommes en duplex avec Nicolas Bonnet, directeur technique national de la Fédération monégasque de rugby. Bonsoir. Bonsoir Julia. Après Melrose et Dubaï en 2023, les Monaco Impies ajoutent un nouveau titre à leur palmarès. Le parcours dans ce tournoi n'a pas été si simple que cela avec des prolongations au Golden Try. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Oui, on avait coché ce tournoi pour avoir un peu de temps de jeu pour nos petits Monégasques. Dans un mois, ils font les championnats d'Europe. Et puis on s'est rendu compte en début de semaine lors du tirage au sort que ça allait être très relevé. Mais on y est allé quand même avec... pas d'ambition de gagner, mais au moins de se confronter aux meilleures équipes britanniques. Et puis finalement, voilà, on s'est prêté au jeu. Les gamins ont eu un comportement irréprochable, notamment en défense. Et finalement, on ramène le trophée à Monaco. On l'a compris, dans cette compétition, le niveau était très élevé. Qu'est-ce qu'elle représente finalement pour vous, cette victoire ? En fait, c'est un beau symbole. On se dit qu'on peut gagner des tournois relevés avec une majorité de joueurs de Monaco, tout simplement. Notamment en phase de poule, on a joué les Samouraïs, 4 joueurs internationaux sud-africains, 3 britanniques. Alors individuellement, si on fait le bilan, ils sont meilleurs que nous, mais on a su jouer en équipe et déjouer les pronostics. On l'a entendu, c'est vrai, c'est une vraie satisfaction d'avoir pu donner du temps de jeu aux joueurs issus de la Principauté parce qu'on le rappelle, la particularité de cette équipe des Impies, Nicolas, elle est formée de joueurs de la Fédération et de joueurs internationaux, c'est bien ça ? Exactement, et maintenant
On joue pratiquement toujours avec les mêmes, donc ils ont l'habitude, ils veulent représenter la fondation, la fédération, sous la houlette de Gareth qui a organisé tout ça. Voilà, ça devient une vraie famille et ça donne du sens à ces matchs, à ces tournois. L'objectif, vous l'avez aussi abordé, était de leur donner du temps de jeu à quelques semaines des championnats d'Europe. Finalement, c'est la victoire tout au bout. C'est vrai que les entraînements des Monégasques ont été un petit peu adaptés en ce sens depuis quelques mois pour aborder cette échéance qui, je le rappelle, est très importante pour vous. Oui, exactement. On se retrouve en 2e division européenne. Ça va être très, très difficile, mais au moins, on aura mis les joueurs dans les meilleures conditions pour essayer de se maintenir à ce niveau-là. Alors, pour situer un petit peu la division Trophy, c'est quel niveau à peu près? En fait, il y a le Championship, c'est le Grand Prix Series, c'est où il y a la France, bon, les grandes nations, l'Angleterre, et nous, on est juste au-dessous, avec des équipes comme la Roumanie, qui est quand même un grand pays de rugbyistique, comparé à Monaco et nos quelques joueurs. Dans quel état d'esprit étaient justement vos joueurs après le match et aujourd'hui, une fois que toutes les émotions ont un petit peu été évacuées? On a été évidemment très satisfaits, notamment du comportement général. Et comme je vous dis, on le voit en défense. Au rugby, quand vous défendez bien, c'est qu'il y a quelque chose qui se crée entre les joueurs. Et c'est là-dessus qu'on gagne le tournoi, donc c'est très satisfaisant. Petite parenthèse, Nicolas Bonnet, Monaco accueillera, on le sait, le tournoi de qualification olympique de rugby à 7 pour les JO de Paris 2024. Ça sera du 21 au 23 juin au Stade Louis II. C'est la 3e fois que la Principauté va recevoir un tel événement. Qu'est-ce que vous en pensez? Toute la fédération est à pied d'œuvre pour organiser cela. C'est un gros chantier. Notamment le plateau des hommes est très relevé avec la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud. Je pense qu'on n'a jamais eu des équipes de ce niveau-là à Monaco, donc ça va être une belle fête. Il va y avoir de belles confrontations, on a hâte en tout cas. Merci beaucoup Nicolas Bonnet d'avoir été avec nous depuis Londres et félicitations à vous pour ce nouveau titre. Merci Julia. Et merci à Émilie Rousseau pour son aide à la préparation de cet entretien. Samedi soir, la Nuit européenne des musées fêtait ses 20 ans. À cette occasion, 2 lieux ont ouvert de nuit à Monaco. D'un côté, le musée d'anthropologie préhistorique et de l'autre, le centre botanique du jardin exotique. L'opportunité pour les visiteurs de redécouvrir d'une toute autre manière et de façon insolite une partie du patrimoine monégasque. Justin Adel et Camille Caloni se sont rendus sur place pour vivre cette soirée reportage. Il n'y a pas de tablette d'Akmenra ou de Ben Stiller dans les parages. Et pourtant, il semble bien que le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco est soudainement pris vie samedi soir. De 21h à 23h, le public pouvait gratuitement prendre part à des visites guidées, à une activité en réalité virtuelle, ou encore même faire du feu sur la terrasse en pleine nuit. Cette nuit au musée était surtout l'occasion de visiter un endroit atypique, totalement fermé au public en temps normal, le laboratoire de recherche. Malheureusement, dans la journée ou dans les jours habituels, on ne peut pas l'ouvrir au grand public. Parce qu'on a des chercheurs, on a des pièces fragiles, donc on ne peut pas déranger les chercheurs en train de travailler sur ces différentes pièces collections. C'est très important de montrer, de valoriser ces collections. C'est sûr que c'est des pièces qui sont dans le musée depuis des centaines d'années. Et nous, le but ici, de vraiment les faire sortir et surtout montrer au grand public notre patrimoine, en tout cas, et notre richesse au niveau archéologique. Pour les visiteurs, l'émerveillement est au rendez-vous. C'est quelque chose de très intéressant et inédit. Et puis comme mon fils est passionné par tout ce qui est recherche, dinosaures, paléontologie depuis l'âge de 3 ans, c'est une occasion. C'est magnifique, merveilleux. Surtout pouvoir visiter un endroit qui est interdit au public et où vraiment les gens travaillent et vraiment, c'est vraiment fantastique. Pour les plus curieux, la soirée est loin d'être terminée. À quelques mètres de l'autre côté de la rue, le centre botanique du jardin exotique ouvre lui aussi ses portes avec une visite guidée particulière. On a fait une visite dans notre centre botanique. On a différentes serres. On a la serre mexicaine, la serre africaine, donc différents, on dirait, écosystèmes pour faire voir au public, connaître un peu les plantes, comment ils vivent, parce que quelquefois les gens ils viennent ici tout seuls, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils regardent. Car oui, les visites ne sont pas récurrentes. Elles existent, sur demande, à des moments bien précis en semaine. Mais de nuit, jamais.
L'échange est privilégié, c'est plus d'1 heure d'accompagnement pour en apprendre plus sur les espèces proposées. Mais un cadre comme celui-ci, en pleine nuit, ne fait pas que déstabiliser les visiteurs. Je ne suis même pas habitué moi parce que comme on travaille, normalement on ne travaille jamais la nuit. Donc oui, c'est une chose un peu différente. Oui. Une différence qui, là aussi, a de quoi surprendre la vingtaine de participants. Splendide, mais je suis venue ce matin et j'ai voulu aussi revenir le soir justement pour pouvoir comparer les différentes lumières. Outre l'absence du soleil, la présence du reflet blanc de la lune et des néons accompagne aussi des températures plus agréables, qui permettent aux individus de profiter encore plus du moment. La température est parfaite, on est bien, c'est sympa, on est venu en famille, on fait découvrir ça aux enfants, et très sympa. Une 20e édition réussie en principauté comme partout en Europe, un principe qui fonctionne et qui intrigue toujours autant les curieux. Le musée de la Villa Les Camélias à Cap d'Aille présente les œuvres de Mitchell Johnson. Cette exposition tout en couleurs sera visible jusqu'au 29 septembre prochain. Et c'est la toute première fois que l'artiste américain affiche ses toiles en France. Le reportage est signé Christine Datomel et Camille Caloni. Le peintre californien Mitchell Johnson, qui a fait ses armes dans les années 80 à New York auprès du célèbre artiste Sam Francis, offre avec cette exposition une rétrospective de son travail sur 35 années. À l'âge de 26 ans, alors qu'il était encore étudiant, Mitchell Johnson se rend en France pour approfondir son apprentissage et pose ses valises à Meyreuil, non loin d'Aix-en-Provence, à l'instar de Paul Cézanne, pour peindre des paysages. Un séjour qui va profondément marquer le jeune homme, opérant chez lui une véritable transformation dans son œuvre. L'exposition « La révélation de Meyreuil » permet ainsi de dévoiler l'avant-après 1989. Vraiment, il y a le soleil très très fort en Provence, ici à Côte d'Azur. Et par exemple, la première fois que j'étais ici, j'étais à Meyreuil, près d'Aix, avec les vignes et les couleurs de feuilles. C'était très difficile parce que normalement, je n'utilise pas dans ce moment les verts suffisamment saturés. Et c'était un peu de... J'ai grandi, on peut dire ça. J'ai grandi beaucoup avec les couleurs de Provence. Je cherche les choses nouvelles et en même temps les choses que peut-être j'ai déjà vues. Et finalement, je suis prête d'essayer de peindre. Je pense beaucoup que qu'est-ce que c'est la différence entre New York, Italie, Californie, France? Est-ce que c'est la lumière ou c'est les choses que la lumière touche? La Riviera française est donc une véritable source d'inspiration pour Mitchell Johnson. La lumière et les couleurs qu'elle génère, ces paysages riches et variés, animent l'artiste qui, au travers de sa peinture, nous invite à nous questionner sur le mystère de l'apparence et sur le rapport à l'abstraction. L'addition de motifs géométriques et de teintes choisies devient ainsi une forme reconnaissable et la construction abstraite devient figurative. De cet univers circonscrit, aux formes minutieusement et infiniment déclinées, jaillit alors une atmosphère singulière où vibre en permanence la lumière. À présent, nous vous emmenons à un atelier graffiti. Il a été organisé hier à l'occasion de la Fête des Mères. Elle aura lieu, je vous le rappelle, dimanche prochain, le 26 mai. Des enfants résidents ou scolarisés de la Principauté de 7 à 15 ans ont ainsi pu laisser libre cours à leur imagination dans la salle à Fabrica. Alors attention, si vous voyez votre progéniture sur ces images, fermez les yeux pour garder l'effet de surprise le jour J. Faisons le point sur vos prévisions météo de ce lundi 20 mai, férié à l'occasion de la Pentecôte. Théo Schumer, bonsoir. Quel temps est prévu pour demain ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Ce lundi de Pentecôte sera nuageux et un peu pluvieux. Le matin, vous commencerez la journée avec un ciel voilé et qui se couvrira progressivement au fil de la journée. En fin d'après-midi et en soirée, prévoyez quelques averses et un peu de vent. C'est un temps qui pourrait probablement tourner à l'orage. Pour ce qui est des températures, vous aurez 16 degrés en matinée et jusqu'à 20 degrés l'après-midi. 20 degrés, ce sera aussi la température de la Méditerranée. Demain, vous penserez à souhaiter une bonne fête au Lydie.
Ce journal touche à sa fin et nous le refermons avec le flashback de la semaine. Demain, vous pourrez retrouver Émilie Rousseau à la présentation de ce journal. Merci encore de nous être fidèles sur Monaco Info, y compris le dimanche. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur notre antenne, évidemment.